Il existe, au Liban, un seul bloc de pierre qui pèse plus qu'un avion de ligne rempli de passagers. Il a été taillé dans une carrière, Ekwari, et il était tiré en direction d'un temple lorsque, pour une raison ou une autre, il a été abandonné à mi-chemin. Il est encore là aujourd'hui, couché, légèrement incliné, avec plus de 1000 tonnes de calcaire massif. Et la question n'est pas de savoir si c'est impressionnant. La question est plus dérangeante que cela. Comment des gens sans grue, sans moteur, sans acier, ont-ils déplacé une pierre que les machines modernes peinent à soulever? Et surtout, pourquoi se sont-ils donné cette peine? Cette pierre n'est que le commencement, car elle n'est pas une exception isolée. Disséminée à travers la planète, il existe des dizaines de structures exactement comme celle-ci, réelles, visitables, datées, étudiées par des universités sérieuses. Et pourtant, entourées d'une question que l'archéologie, en toute honnêteté, n'a pas encore entièrement refermée. Dans les prochaines minutes, nous allons en parcourir 30. Ce ne seront pas des légendes, ce ne seront pas des inventions. Chacune est un lieu que vous pouvez visiter, avec des coordonnées sur la carte et des fiches de fouilles. Et pour chacune, nous ferons la même chose. Séparer avec soin ce que la science a déjà réussi à prouver de ce qui demeure, pour l'instant, sans réponse, sans extraterrestres, sans civilisation magique. Seulement la pierre, l'ingéniosité humaine et le point exact où nos connaissances actuelles se heurtent encore à un silence. Avant de commencer, il faut être honnête à propos d'un mot dangereux, inexplicable. Quand nous disons qu'une construction reste sans explication, nous ne disons pas qu'elle est impossible, ni qu'elle cache quelques secrets interdits. Nous disons quelque chose de bien plus réel. Que nous savons qui l'a faite, ou du moins quand, mais qu'il reste encore une question précise et tenace. Parfois, c'est comment ils ont déplacé le matériau. Parfois, c'est pourquoi ils ont dépensé tant d'efforts. Parfois, c'est qui, exactement, a donné l'ordre. Le véritable mystère ne se trouve jamais dans la fantaisie. Il se trouve à la limite précise entre ce qui a été établi et ce qui demeure ouvert. C'est exactement sur cette limite que nous allons cheminer. Commençons par le lieu où, selon ce que nous savons aujourd'hui, tout cela a commencé. Numéro 1. Göbekli Tepe, en Turquie. Imaginez des piliers de pierre en forme de T, certains hauts de plusieurs mètres, sculptés de renards, de scorpions et d'oiseaux, disposés en cercles soigneux. Imaginez maintenant que tout cela a été érigé il y a plus de 11 000 ans, avant la céramique, avant la roue, avant même que l'agriculture ne soit pleinement établie. Ce que l'on sait avec certitude, c'est que Göbekli Tepe a renversé une vieille certitude. Nous pensions que les temples monumentaux apparaissaient après les villes. Ici, des chasseurs et des cueilleurs ont construit le monument d'abord. La question qui demeure ouverte est simple et immense. Qu'est-ce qui a poussé un peuple sans ville à déplacer des tonnes de pierre vers une colline aride? Et pourquoi, des siècles plus tard, ont-ils tout enterré délibérément? Numéro 2. Çatalhöyük, en Turquie, l'un des premiers grands rassemblements humains connus. Et il n'a pas de rue. Les maisons étaient collées les unes aux autres comme une ruche et l'on y entrait par des trous dans le toit en marchant sur les toitures. Les morts étaient enterrés sous le sol des maisons. Nous savons comment ils vivaient. Ce qui intrigue encore, c'est le pourquoi. Pourquoi une communauté entière a-t-elle choisi une ville sans rue, sans place, sans hiérarchie visible dans l'architecture? Numéro 3. Derinkuyu, en Cappadoce, en Turquie. Une ville entière creusée vers le bas, dans la roche volcanique tendre, descendant des dizaines de mètres sur plusieurs niveaux, avec des puits de ventilation, des étables, des chapelles et d'énormes portes de pierre circulaires qui se fermèrent de l'intérieur. Elle pouvait abriter des milliers de personnes. Nous savons qu'elle a été utilisée et agrandie au fil des siècles. Le point le plus intrigant est l'origine. Qui a creusé les premiers niveaux et de qui, exactement, cette foule se cachait-elle sous terre? Numéro 4. Baalbek, au Liban. Nous revenons à cette pierre du début.
Sur la terrasse du temple de Jupiter, des blocs de centaines de tonnes sont encastrés dans la base et dans les carrières voisines se trouvent des monolithes encore plus grands, abandonnés à mi-chemin. Les Romains ont construit le temple, cela est certain. La question technique qui demeure est plus étroite et plus réelle que n'importe quelle fantaisie. Quelle a été exactement la méthode pour déplacer et poser des blocs d'une telle masse, à une époque dépourvue de machinerie lourde? Numéro 5. L'hypogée de Hal Saflieni, à Malte. Un temple souterrain de plus de 5000 ans, creusé sur 3 niveaux dans la roche. Dans l'une des chambres, appelée la salle de l'oracle, une voix grave masculine résonne dans toute la structure d'une manière qui semble conçue. Nous savons que c'était un espace sacré et funéraire. Ce qui reste en débat, c'est de savoir si cette acoustique remarquable était un résultat intentionnel du projet et ce qu'elle signifiait pour ceux qui y pénétraient. Numéro 6. Les temples de Gantija, à Malte. Parmi les structures de pierre indépendantes les plus anciennes de la planète, antérieures aux pyramides d'Égypte. Le nom local évoque des géants, parce que personne ne comprenait comment des blocs aussi grands avaient pu être empilés. Nous savons que ce furent des communautés néolithiques de l'île. La question qui demeure est celle de l'échelle. Une petite population, sur une petite île, mobilisant un effort démesuré. Numéro 7. Les alignements de Carnac, en France. En Bretagne, des milliers de pierres dressées s'étendent en rangées parallèles sur des kilomètres, pas des dizaines, des milliers. Elles ont été érigées au néolithique, au fil des générations. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a eu une intention collective soutenue très longtemps. Ce que personne n'a expliqué de manière définitive, c'est la fonction de ces rangées. Calendrier, voie cérémonielle, marquage de territoire, ou quelque chose pour lequel nous n'avons même pas de catégorie pour le nommer. Numéro 8. Le cairn de Gavrinis, en France. En Bretagne également, une chambre funéraire dont les dalles intérieures sont couvertes de spirales, d'arcs et de lignes ondulées gravées avec une régularité obsessionnelle. Nous savons que c'est un tombeau à couloir néolithique. Le détail qui demeure ouvert est la signification de cette écriture visuelle. Un système de symboles répétés avec rigueur, mais que nous n'arrivons toujours pas à lire. Numéro 9. Newgrange, en Irlande. Un tertre funéraire plus ancien que Stonehenge et que les grandes pyramides. Au-dessus de l'entrée se trouve une ouverture, une boîte de lumière. Pendant quelques jours seulement par an, au solstice d'hiver, le soleil levant traverse cette fente et illumine le couloir jusqu'au fond de la chambre. Voilà une architecture calculée, avec une précision astronomique millénaire. La question ouverte est la profondeur des connaissances derrière cette précision. À quel point ces bâtisseurs comprenaient-ils réellement le ciel? Numéro 10. Stonehenge, en Angleterre. Le monument le plus célèbre de la liste, et pourtant pas entièrement résolu. Certaines des pierres plus petites, appelées pierres bleues, provenaient d'affleurements situés à des centaines de kilomètres de distance. Nous savons qu'elles ont été transportées et dressées en plusieurs phases. Ce qui continue de défier l'explication simple, c'est la logistique du transport par terre et par eau, et la raison d'aller chercher une pierre spécifique aussi loin alors qu'il y avait de la roche tout autour. Numéro 11. Skara Brae, dans les îles Orcades, en Écosse. Un village néolithique si bien préservé que l'on voit encore des lits, des étagères et des foyers de pierre à l'intérieur des maisons. Il a environ 5000 ans et a été enseveli par le sable, ce qui l'a protégé. Nous savons beaucoup de choses sur la vie quotidienne. Ce qui reste incertain, c'est pourquoi il a été abandonné de façon apparemment soudaine. Numéro 12. Le Grand Zimbabwe, en Afrique australe. D'immenses murailles de pierre sèche, ajustées sans mortier, entourant une puissante cité médiévale. Ici, le mystère a besoin d'une correction honnête. Pendant longtemps, les colonisateurs européens ont refusé d'accepter que des Africains les aient construits et ont inventé des auteurs étrangers. L'archéologie a entièrement démonté cela. Ce fut l'œuvre des ancêtres du peuple Shona. Ce qui continue d'être étudié, et cela était légitime, c'est l'échelle de l'organisation sociale et commerciale qui a soutenu
une construction de telle dimension sur le continent. Numéro 13. Nabta Playa, dans le désert égyptien. Dans ce qui est aujourd'hui un pur désert, il existe un arrangement de pierres disposées en cercle, qui pourrait être l'un des alignements astronomiques les plus anciens jamais identifiés, antérieurs à Stonehenge. Nous savons que des peuples pastoraux y ont vécu lorsque la région disposait d'eau. L'interprétation possible est qu'ils marquaient des solstices ou des étoiles. Ce qui manque, c'est la certitude quant à la précision et à l'intention exacte. Numéro 14. L'obélisque inachevé d'Aswan, en Égypte. Un obélisque gigantesque, encore attaché à la roche-mère, qui aurait dépassé les 1000 tonnes une fois terminé. Une fissure a interrompu le travail et il est resté là, figé au milieu du processus. Ce monolithe est à la fois une leçon et une énigme. Il montre comment l'on taillait le granit, mais il laisse ouverte la question de savoir comment il comptait ériger et transporter quelque chose d'aussi colossal. Numéro 15. Les grottes de Barabar, en Inde. Des chambres creusées dans le granit massif il y a plus de 2000 ans, avec des parois intérieures polies comme un miroir. Une finition si lisse qu'elle reflète la lumière. Nous savons qu'elle date de la période Maurya. Ce qui reste difficile à expliquer, c'est comment ils ont obtenu un polissage d'une telle qualité sur du granit, avec les outils de l'époque, et dans quel but acoustique ou rituel. Numéro 16. Le temple de Kailasa, à Ellora, en Inde. Il n'a pas été construit en empilant des pierres. Il a été sculpté de haut en bas, en retirant la roche d'un versant entier, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un temple complet, avec des cours, des colonnes et des sculptures, le tout d'un seul bloc. Nous savons qui l'a fait faire et quand. Ce qui impressionne et fait encore débat, c'est la planification. Comment concevoir, sans erreur de calcul, une œuvre qui ne pouvait être réalisée qu'en soustrayant de la matière sans possibilité de corriger. Numéro 17. Les grottes de Longzhou, en Chine. Découvertes seulement au cours des dernières décennies, lorsque des villageois ont drainé des étangs et ont trouvé d'énormes salles creusées dans la roche avec des marques de ciseaux parallèles et régulières couvrant les murs et les plafonds. Il n'existe pas un seul document historique qui les mentionne. Nous savons que ce sont des œuvres humaines délibérées. Tout le reste, qui, quand, pourquoi, demeure ouvert. Numéro 18. La stèle de Yangshan, en Chine. Les composantes d'une stèle colossale, taillée dans la carrière sous la dynastie Ming, aux proportions si gigantesques qu'elles n'ont jamais pu être déplacées. Elles sont restées pour toujours à l'endroit où elles ont été taillées. Nous savons que c'était un projet impérial. L'énigme, ici, est presque humaine. L'ambition qui a ignoré les limites mêmes du transport. Numéro 19. Nan Madol, en Micronésie. Une ville construite sur un récif, avec près de 100 îlots artificiels délimités par des colonnes de basalte empilées comme des troncs géants. Chaque colonne pèse des tonnes, et le basalte venait d'un autre endroit de l'île. Nous savons que ce fut la capitale d'une dynastie locale. Le point le plus intrigant est la logistique. Comment ont-ils transporté des milliers de ces colonnes par la mer et les ont-ils dressées au-dessus de l'eau? Numéro 20. La plaine des jarres, au Laos. Des milliers de jarres de pierre, certaines énormes, éparpillées sur tout un paysage. Elles datent de l'âge du fer. L'interprétation la plus admise les associe à des pratiques funéraires. Mais le nombre, la distribution et la fonction précise de chaque ensemble restent partiellement sans réponse. Et une grande partie du terrain est demeurée pendant des décennies trop dangereuse pour être fouillée. Numéro 21. Sigiriya, au Sri Lanka. Un palais-forteresse érigé au sommet d'un rocher de près de 200 mètres, avec des jardins, des réservoirs et un système hydraulique qui fonctionne encore en partie. Nous savons qui l'a construit et pourquoi. Ce qui surprend encore les ingénieurs, c'est la maîtrise hydraulique. Faire monter et circuler l'eau à cette hauteur, avec la technologie du 5e siècle. Numéro 22. Les Moai et les plateformes de Rapa Nui,
sur l'île de Pâques. Des centaines de statues monumentales, sculptées dans une carrière et réparties sur l'île au-dessus de plateformes de pierre. La question classique a toujours été de savoir comment ils ont déplacé de tels colosses sans roues ni animaux de trait. Une hypothèse prudente et bien documentée propose que les statues étaient marchées, balancées d'un côté à l'autre à l'aide de cordes. Ce qui demeure en débat, c'est le tableau plus large. Comment une petite société a soutenu cet effort et ce qui a réellement provoqué son déclin. Numéro 23. Les lignes de Nazca au Pérou. Des dessins gigantesques dans le désert, des animaux, des formes géométriques, des lignes droites qui courent sur des kilomètres, pleinement visibles seulement vues d'en haut. Nous savons comment ils ont été réalisés, en retirant les pierres sombres de la surface pour exposer le sol clair en dessous. La question qui résiste est le pourquoi de figures pensées pour une perspective aérienne que leurs auteurs, au sol, ne pourraient jamais voir en entier. Numéro 24. Chavín de Huántar, au Pérou. Un centre cérémoniel doté d'un réseau de galeries souterraines étroites. Des expériences ont montré que, lorsqu'on jouait de trompettes en coquillage à l'intérieur, le son se déformait et semblait venir de partout. Nous savons que c'était un lieu de culte. L'interprétation possible est que cette acoustique était utilisée délibérément pour provoquer désorientation et frayeur. Une architecture conçue pour manipuler la perception. Numéro 25, Sacsayhuaman au Pérou. Des murailles en zigzag faites d'immenses blocs polygonaux, emboîtés les uns dans les autres sans mortier, avec des joints si serrés qu'une lame n'y passe pas. Nous savons que c'est une œuvre inca. Ce qui demeure remarquable et fait encore l'objet d'études, c'est la méthode. Comment sculpter chaque pierre pour qu'elle s'emboîte exactement dans sa voisine, avec des angles irréguliers et des surfaces courbes, sans moules identiques. Numéro 26. Ollantaytambo, au Pérou. En haut d'un versant, 6 monolithes de porphyre forment un mur. La carrière d'où ils proviennent se trouve de l'autre côté de la vallée, plus bas. Autrement dit, les pierres ont dû descendre une montagne, traverser une rivière et gravir un autre versant. Nous savons que ce furent les Incas. La logistique de ce trajet, descendre, traverser, monter avec des pierres de telle dimension, demeure un casse-tête d'ingénierie. Numéro 27. Caral, au Pérou. L'une des villes les plus anciennes des Amériques, avec des pyramides à plateforme érigées il y a environ 5000 ans. Et un détail troublant, dans le bon sens, on n'y a trouvé ni muraille défensive, ni armes, ni signes de guerre. Nous savons que ce fut une société complexe et précoce. Ce qui intrigue, c'est comment une civilisation urbaine a fleuri, apparemment, sans le conflit que l'on associe d'ordinaire à l'émergence des villes. Numéro 28. Cahokia, en Amérique du Nord. Près de l'actuel fleuve Mississippi, s'est élevé le plus grand monument de terre des Amériques, au nord du Mexique, au centre d'une ville qui, à son apogée, rivalisait en population avec les grandes capitales européennes de l'époque. Nous savons qu'elle a été construite par des peuples autochtones. Ce qui demeure sans explication complète, c'est l'abandon. La ville s'est vidée, et les causes exactes restent en débat. Numéro 29. Teotihuacan, au Mexique. Une métropole planifiée, avec des avenues et des pyramides monumentales qui étaient en ruine et abandonnées bien avant l'arrivée des Aztèques. Ce sont les Aztèques qui lui ont donné son nom, le lieu où les dieux furent créés, parce qu'ils ne savaient pas eux-mêmes qui l'avait érigé. Et c'est là l'énigme la plus directe de la liste. Nous ne savons pas avec certitude le nom que ce peuple se donnait à lui-même, ni quelle langue il parlait. Ils ont construit l'une des plus grandes villes du monde antique et ont disparu des archives. Numéro 30. Tiwanaku et Pumapunku, en Bolivie. Nous terminons à près de 4000 mètres d'altitude, au bord du lac Titicaca. Ici se trouve la Porte du Soleil, un seul bloc de pierre sculpté d'un relief central énigmatique et de dizaines de figures alignées avec précision. Et à côté, à Pumapunku, des blocs aux coupes à angle droit, aux rainures régulières et aux trous si standardisés qu'ils semblent produits en série.
Nous savons que ce fut une puissante civilisation andine antérieure aux Incas. Ce que l'on étudie encore, c'est la standardisation. Comment ont-ils obtenu des pièces aussi reproductibles et comment ont-ils organisé un travail d'une telle échelle sur un haut plateau glacé et dépourvu de forêt? 30 lieux, 30 histoires différentes. Mais, considérés dans leur ensemble, ils ne se comportent pas comme 30 hasards. Ils répètent un même schéma. Et c'est là que l'explication confortable commence à laisser un fil pendant. Le schéma est le suivant. Des gens sans machines, sans métaux avancés, parfois sans écriture, ont décidé à plusieurs reprises de faire le plus difficile plutôt que le plus facile. Ils pouvaient utiliser de petites pierres. Ils ont choisi des blocs colossaux. Ils pouvaient construire près de la carrière. Ils ont porté la pierre en haut de la montagne. Ils pouvaient ériger quelque chose de simple. Ils ont gravé, poli, aligné avec le ciel. L'explication traditionnelle répond très bien à une partie de cela, et il est important de le reconnaître. Avec suffisamment de temps, une main-d'œuvre organisée, des rampes, des leviers, des cordes et un savoir accumulé sur des générations, les êtres humains parviennent à des exploits extraordinaires sans aucune technologie magique. Ce n'est pas une hypothèse, c'est un fait démontré sur plusieurs de ces sites. Mais l'explication traditionnelle résout le comment avec plus de facilité qu'elle ne résout le pourquoi. Elle nous dit que c'était possible. Elle ne nous dit pas pourquoi tant de cultures, sans contact entre elles, sur des continents différents et à des millénaires différents, ont fait le même choix du démesuré. Et c'est exactement sur ce point, non pas dans la physique, mais dans la motivation, que le mystère devient plus dérangeant. Face à cette répétition, il y a deux lectures honnêtes, et aucune d'elles n'a besoin de recourir à la fantaisie. La lecture la plus conservatrice, et probablement la plus juste, est que nous sous-estimons systématiquement les sociétés anciennes. Nous sous-estimons combien de temps elles étaient prêtes à investir, combien de personnes elles parvenaient à coordonner, et combien de connaissances pratiques elles transmettaient de génération en génération, sans jamais les écrire. Le monumental, dans cette vision, n'est pas la preuve d'une technologie perdue. C'est la preuve d'une organisation sociale et d'une patience à une échelle que notre époque, pressée, parvient à peine à imaginer. La lecture la plus intrigante ne contredit pas la première, mais elle ajoute une couche. Elle observe la récurrence de certaines solutions, l'emboîtement polygonal, l'obsession astronomique, la préférence pour le bloc géant, et se demande si nous ne sommes pas face à des réponses que l'ingéniosité humaine redécouvre de manière indépendante chaque fois qu'elle affronte les mêmes problèmes. Non pas une origine commune secrète, mais une sorte de convergence. Des esprits différents parvenant à des solutions semblables parce que la pierre, la gravité et le ciel sont les mêmes partout. Cette hypothèse ne prouve rien d'extraordinaire, mais elle soulève une question légitime sur tout ce que nous ne comprenons pas encore de l'intelligence technique de nos ancêtres. Il y a un détail qui traverse cette liste et que presque personne ne remarque, parce qu'il est trop discret pour faire la une. À Baalbek, sur l'obélisque d'Assouan, sur plusieurs blocs andins, des saillies sont restés dans la pierre, de petits ressauts laissés à dessein, comme des poignées. Ce ne sont pas des défauts, ce sont des points d'appui pour attacher des cordes, encastrer des leviers, contrôler le déplacement de la masse. Et ils apparaissent en des lieux qui ne se sont jamais parlé, séparés par des océans et par des siècles. Ce détail, presque invisible sur une photographie prise à la hâte, est peut-être la chose la moins mystérieuse et la plus révélatrice de toutes. Car il ne pointe vers aucun mystère surnaturel, il pointe vers l'opposé, vers l'ingéniosité pratique, répétée, profondément humaine, de gens qui ont affronté l'impossible avec des cordes, des angles et de l'obstination. Lorsque vous apprenez à voir ces saillies, vous cessez de voir des monuments intouchables et vous commencez à voir le geste de travailleurs réels, résolvant un problème réel. Et c'est avec ce regard que nous devons revenir à cette porte que nous avions mise de côté. La porte du soleil de Tiwanaku
rassemble tout ce que nous avons vu. Un seul bloc de pierre, un relief central qui n'a pas encore été entièrement déchiffré. Des figures alignées avec une précision qui semble parler d'un calendrier. Et, tout autour, à Pumapunku, des pièces si standardisées qu'elles défient de l'idée d'un travail artisanal. C'est réel, c'est là, cela peut être visité, et cela demeure sur des points précis, sans explication complète. C'est exactement le pacte que nous avions conclu au début. Ne pas inventer de réponse, seulement cheminer avec honnêteté jusqu'à la limite entre ce que nous savons et ce que nous ne savons pas encore. 30 fois, nous nous sommes arrêtés à cette frontière, et à aucune d'elles, nous n'avons eu besoin de magie pour que l'énigme reste debout. Ce même schéma, l'œuvre qui semble simple jusqu'à ce que vous regardiez de près et que vous perceviez le problème d'ingénierie cachée, apparaît de façon presque troublante dans un autre cas que nous avons déjà étudié sur la chaîne. Les faces lisses et perdues des pyramides de Gizeh et la question de savoir où sont passées les pierres de revêtement qui, autrefois, en faisaient des miroirs de calcaire. Mais il existe dans cette liste une structure qui ne devrait peut-être pas être seulement un élément de plus. La porte du soleil soulève des questions trop grandes pour 60 secondes. Qui a réellement construit Tiwanaku? Avec quel savoir? Et pourquoi dans l'un des lieux les plus élevés et les plus inhospitaliers du monde? C'est cette unique question que nous allons ouvrir dans la prochaine vidéo. Et, quand vous verrez de près comment ces blocs ont été taillés, peut-être ne regarderez-vous plus jamais un simple mur de pierre de la même façon.